Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 25 février 2025. Épisode 203. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Il est 5h40 du matin. Au programme aujourd'hui, une vulnérabilité dans OpenSSL F5 Big IP, c'est la CVE 2024-6119. Une faille critique dans Google Chrome via la CVE 2025-1426. Ivanti Endpoint Manager, publication d'un POC pour des vulnérabilités critiques. Logbit exploite une faille Confluence pour propager son ransomware. L'UE sanctionne un cadre nord-coréen lié au groupe Lazarus. Et OpenAI bloque des comptes ChatGPT, il y a des hackers nord-coréens. Pas décidément. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources qui m'ont permis de réaliser cette revue d'actualité dans la description de l'épisode et dans la newsletter hebdomadaire de Radio CSERT. La CVE 2024-6119 affecte OpenSSL sur les F5 Big IP. Cette faille de type confusion dans OpenSSL permet un déni de service, un DOS, via un certificat spécialement conçu. L'attaque ne nécessite aucun privilège ni interaction de l'utilisateur et s'effectue via le réseau. Les versions affectées incluent OpenSSL inférieure à la 3.0.15, la 3.1.7, la 3.2.3, la 3.3.2 et sur les F5 Big IP Next, LTM, SPK, CNF. La bonne nouvelle, c'est qu'un correctif est disponible pour OpenSSL. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a encore aucune solution pour les F5 Big IP. À surveiller. La CVE 2025-1426 touche les navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge. Cette faille du type App Server Overflow, basée sur la CWE 122 dans le GPU de Google Chrome, permet une exécution de code arbitraire si l'utilisateur visite une page web spécialement conçue. L'attaque s'effectue via le réseau, nécessite une interaction de l'utilisateur, mais aucun privilège particulier. Les versions affectées incluent Google Chrome, tout ce qui est inférieur sous Linux à la 133.0, 6943.126. Au niveau de Windows et macOS, toutes les versions inférieures à la 133.0, 6943.126 et .127. Et Microsoft Edge sur la 133.0, 3065.82. Un correctif est disponible via les mises à jour des navigateurs. On ne réfléchit pas, on patch. Helpnet Security nous remonte des vulnérabilités sur Ivanti Endpoint Manager. Un POC a été publié pour 4 vulnérabilités critiques dans Ivanti Endpoint Manager. Alors il faut savoir que ce sont les CVE 2024 10811, la CVE 2024 13161, la CVE 2024 13160 et enfin la CVE 2024 13159. C'est celle-là qui va nous intéresser le plus. Alors, quand on traduit, ce sont des failles de traversée de répertoire, ce qu'on appelle des Path Traversal Flows, qui permettent à un attaquant distant non identifié d'exploiter les identifiants Ivanti EPM afin de mener des attaques par relais et potentiellement de compromettre les serveurs EPM. Ivanti a publié des correctifs en janvier 2025 et a recommandé leur application immédiate. Bien qu'aucune exploitation active n'ait été détectée, la publication du POC et du write-up technique augmente les risques d'exploitation. Là, ils ouvrent encore des portes ouvertes. Ils enfoncent des portes ouvertes, c'est incroyable de voir ça. Ils ont codé en dur des identifiants dans leur logiciel, les attaquants l'exploitent, il y a un POC qui est sorti, je peux vous assurer que d'ici quelques ans, on va voir. Les versions corrigées sont EPM 2024 January 2025 Security Update et EPM 2022 SU6 January 2025 Security Update. Une mise à jour complète est nécessaire, y compris pour tous ceux ayant appliqué un hotfix initial qui désactivait une fonction du logiciel. Bref, si vous utilisez l'Ivanti Endpoint Manager, vérifiez que vous avez la bonne version. Un article de Cybersecurity News, où je vous propose d'aller un peu plus dans le détail, concerne l'exploitation de la CVE 2023-22527 qui permet de déployer Logbit Black. Ce ransomware exploite une vulnérabilité critique dans Altasian Confluence sous la CVE 2023-22527 qui a juste un petit score CVSS de 10. Comme on dit, on ne peut pas faire mieux. Ça a été observé en conduisant au déploiement de Logbit Black sur des réseaux d'entreprises en moins de 2 heures après l'intrusion initiale. La chaîne d'attaque, je vous la décris en 4 points. Il y a une exploitation initiale. On va injecter du code via une faille de Server-Side Template Injection, ce qu'on appelle une SSTI. On va exécuter des commandes via un Object Graph Navigation Language, ce qu'on appelle de l'OGNL, avec des requêtes HTTP POST. Une petite élévation de privilèges via une exécution en tant que Network Services. Déploiement de l'attaque, c'est la deuxième phase. Une fois qu'on a fait l'exploitation initiale, on va se déployer. Connexion à un Metarpreter Shell via un HTA malveillant. Utilisation d'AnyDesk pour établir un accès persistant. Désactivation de Windows Defender et suppression des logs via PowerShell.
Et le troisième, on arrive au troisième étage de la fusée. Propagation et chiffrement. Déplacement latéral via le RDP. Utilisation de PDQ deploy pour exécuter un script de chiffrement. C'est ce qu'on appelle l'ASD.bat dans le cas présent. Fichier chiffré avec l'extension .rhddiicoe et modification des fonds d'écran par Logbit Black. Bien entendu, il y a le quatrième étage de la fusée, sinon ça serait pas rigolo. Exfiltration des données. Dans un cas, on a pu constater qu'il y avait plus d'1,5 giga de données transférées sur mega.io via Airclone avant le chiffrement. Suppression des outils comme Mimikatz et Airclone pour masquer les traces. Alors l'attaque, elle a été attribuée à des acteurs affiliés à Logbit avec des adresses IP russes et des connexions à FlyServer SA au niveau de l'infrastructure. Si on devrait conclure une nouvelle fois sur ce type d'incident, une fois de plus, ça souligne que patcher, c'est pas juste... c'est rigolo de dire on réfléchit pas en patch, mais il faut vraiment patcher. Si vous avez du Confluence, c'est vraiment le moment de le faire. Auditer tous les outils d'accès à distance, de renforcer la surveillance en temps réel. Il n'y a pas de miracle. Si vous ne pouvez pas vous faire poncer de ces types-là, vous vous rendez compte qu'en moins de 2 heures entre l'accès initial et la compromission, c'est 2 heures. Si vous ne faites pas de la surveillance en temps réel, c'est mort. C'est pas évident. Pour beaucoup de monde, ça veut dire que déjà on dit mais si j'ai pas du 24/7, je fais comment ? C'est ça la vraie question. Dans le cadre des sanctions européennes, on l'apprend par The Record que le dernier train de sanctions de l'Union européenne contre la Corée du Nord et la Russie sont liés à des cyberattaques et de la propagande majoritairement. L'Union européenne a sanctionné Ling Chang-ho, chef de reconnaissance générale bureau, c'est le RGB nord-coréen, pour son rôle dans le déploiement de personnel, donc de troupes nord-coréennes en soutien à la Russie et à la supervision d'unités de cyberattaques comme Lazarus et Kim Soo-ki. C'est-à-dire que ces groupes de cybercriminels, ce sont aussi des militaires, ce sont des fonctionnaires, si on pourrait dire. Le RGB est responsable des principales cyberopérations nord-coréennes, incluant l'espionnage et les cyberattaques financières. Par ailleurs, l'UE cible des acteurs de la propagande russe, inclut la blogueuse Kristina Potopchik, athlète Nikita Nogorny et 8 médias russes accusés de soutenir l'effort de guerre du Kremlin. Enfin, les États-Unis ont sanctionné des membres du groupe Cyber Army of Russia Reborn, le CARR, impliqués dans des attaques DDoS et l'intrusion dans des systèmes industriels américains. L'UE poursuit ainsi son offensive contre les cybermenaces et la guerre informationnelle menée contre l'Ukraine et ses alliés. Mais c'est pas fini comme dirait la pub. OpenAI a bloqué des comptes ChatGPT utilisés par des hackers nord-coréens. C'est incroyable. L'entreprise OpenAI a interdit plusieurs comptes liés à des groupes de hackers nord-coréens, notamment Velvet Cholima, Kim Soo-ki, Emerald Slit et Stardust Cholima, c'est APT38 et Sapphire Slit. Ces comptes ont été détectés grâce à un partenaire industriel et étaient utilisés pour rechercher des vulnérabilités et des techniques d'attaque, obtenir de l'aide en programmation, notamment sur les Remote Administration Tools, les fameux RAT, et le Brute Force RDP, créer des charges malveillantes obfusquées, mener des campagnes de phishing et d'ingénierie sociale, notamment contre des investissements en crypto-monnaie. Certains comptes ont aussi été associés à un réseau d'informaticiens nord-coréens infiltrant des entreprises occidentales pour générer des revenus pour Pyongyang. Et ils utilisaient ChatGPT pour coder, communiquer avec leurs collègues et créer des scénarios crédibles justifiant leur comportement suspect, éviter les appels vidéo, accès depuis des pays non autorisés. De plus, OpenAI a également bloqué 2 campagnes chinoises, Peer Review et Sponsored Discontent, qui utilisent ces modèles pour des opérations de surveillance et de propagande. Depuis début 2024, ce sont plus de 20 campagnes liées à des opérations cyber iraniennes et chinoises qui ont été identifiées et stoppées par l'entreprise, toujours d'après Blipping Computer. Ce que je retiens sur cet article, c'est que ces comptes ont été détectés grâce à un partenaire industriel. Ça veut dire que tout ce que vous faites sur l'IA, sur ChatGPT, il y a des gens qui repassent dessus. Là, on est sur le cas de la cybercriminalité, sur de l'espionnage étatique, etc. Mais pour vous, en tant que professionnel, quand vous mettez de l'information dans le ChatGPT, il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens qui vont relire ce que vous faites. Parce qu'il n'y a pas écrit « je m'appelle Lazarus et je me connecte sur ChatGPT pour faire du RDP ou du brute force ». Donc, ils sont capables d'identifier les informations qui les intéressent. Donc, si vous travaillez dans l'aéronautique, la défense, dans le domaine financier, etc., faut vraiment, c'est pas du tout étanche. Quand vous donnez l'info, elle va être pompée et réutilisée. Alors, je vous remonte une information du CERT ukrainien. La source originale, elle est en ukrainien. Il faudra vous aider par un Google Translate ou un DeepL si vous ne parlez pas l'ukrainien, vous ne lisez pas l'ukrainien. Le CERT national ukrainien remonte une information sur l'activité de UAC 212 qui cible des fournisseurs industriels pour infiltrer des infrastructures critiques ukrainiennes, mais pas que.
Les AUAC 002, donc c'est Sandworm qui est derrière, APT44, Seashell Blizzard, cette campagne utilise des PDF qui exploitent la CVE 2024 38213 pour exécuter des PowerShell qui va permettre de télécharger des .exe et des DLL, où il y a la payload, et assurer une persistance via les Windows registrés, donc via le registre de Windows. Les outils détectés, ça va inclure Second Best, AmperePast, Spark, Crocbag. Je vous recommande fortement l'article. Il y a aussi du rsync qui va être utilisé pour l'exfiltration des documents. Il faut savoir que depuis juillet 2024, ces attaques ont visé des logisticiens, des fournisseurs industriels, ce qu'on appelle des APCS, des Automated Process Control System en Ukraine, Serbie et République tchèque. Vous voyez, on ne s'est pas arrêté qu'à l'Ukraine. Entre janvier et février 2025, 25 entreprises ukrainiennes spécialisées dans le domaine industriel ont été ciblées. Les attaquants utilisent les techniques de social engineering en se faisant passer pour un potentiel client avant d'envoyer des documents techniques en format PDF qui contiennent les charges malveillantes. Ensuite, ils font un mouvement latéral rapide compromettant les serveurs d'infrastructure, les équipements réseau et les stations de travail industrielles. Les antivirus classiques ne les détectent pas car ils sont encapsulés dans des PowerShell. C'est un très bon article, c'est fourni avec des IOC, il y a une kill chain qui est extrêmement bien détaillée et il y a des références avec des analyses de chez Microsoft et StrackReady. Donc à lire, c'est passionnant si vous faites la protection de systèmes industriels. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du mardi 25 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il est 6h05 du matin, il faut que je publie en sans faute. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou laissez-moi un message par email à l'adresse de radiocessort@gmail.com. Je suis là pour vous. Je serai demain au Cybercampus. Si vous voulez prendre un café, ça sera avec plaisir. Donc mercredi, Cybercampus. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.